Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, fin de trêve internationale, j'espère que vous en avez bien profité parce que dimanche soir, réveil à la Calache, le pittoresque Saint-Germain est de retour avec la réception de l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc qui est tout aussi clownesque que nous, vous inquiétez pas, et en attendant, on va revenir sur tout ce qui s'est dit autour du club, même s'il n'y a pas de match, l'actualité suit son cours. Commençons par Nasser Al-Khelaifi qui s'est enfin exprimé, je ne l'ai pas évoqué dans ma dernière vidéo sur Nagelsmann, Galtier et les entraîneurs, mais notre président a parlé. Il a décidé de s'expatrier dans un média espagnol connu pour sa désinformation, Marca. Oui, c'est à eux qu'il a donné son interview. Alors je ne sais pas si c'est sa traditionnelle interview d'après-saison parce que on a jusqu'au mois de juin pour qu'il la fasse, mais dans tous les cas, il a donné une visio à Marca, qui était axé sur le projet PSG. Il a parlé aussi de Malaga, un club que QSI veut racheter. Et bien évidemment, il a eu droit à la fameuse question sur le mercato, les choix qui seront faits dans le futur très proche du club. Et il a été assez clair. Bon, déjà, premier point, s'exprimer dans un média espagnol quand les seuls supporters qui en ont quelque chose à faire du club sont français, et si on veut être plus précis, francilien, évidemment, l'amour pour le PSG ne dépasse pas l'Île-de-France, c'est assez lunaire. Loïc Tandy a expliqué qu'à la base, il devait s'exprimer dans un média français, mais que ça ne s'est pas fait pour différentes raisons et qu'au final, il s'est retrouvé à parler donc pour Marca. Bon bref, ceci étant dit, rien de surprenant, c'est Nasser, il est complètement déconnecté, on le sait tous. Et on ne sait pas trop quelle est aussi sa marge de décision, sachant qu'à côté de sa personnalité à lui, ça reste quand même un exécutant de la volonté de l'émir, ça c'est à ne pas oublier. Bon bref, ce que je retiens de son interview, c'est évidemment cette déclaration. Il a dit qu'il voulait travailler à prolonger Mbappé, Messi et Sergio Ramos. Dans tous les cas, c'est très clair, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est sa phrase. Alors déjà, au-delà de Messi et Ramos, sur lesquels on reviendra plus tard, il a cité Mbappé. Et ça me permet d'en parler un petit peu, parce que il a prolongé l'année dernière contre toute attente. D'ailleurs, récemment, dans l'histoire Diallo-Amraoui qui touche la section féminine, on a eu une information comme quoi les enquêteurs ont eu vent d'un accord entre Mbappé et le PSG dès le mois de mars, en fait, l'année dernière, ce qui contredit complètement ce que lui-même avait annoncé en conférence de presse après sa prolongation. Il avait dit « j'ai fait mon choix dans la semaine qui vient de s'écouler », en gros à la mi-mai, alors que, visiblement, la police a eu des documents qui prouveraient un accord depuis le mois de mars. Après, de l'autre côté, on savait que l'objectif, le plan de la famille Mbappé, c'était de se mettre d'accord avec tous les clubs possibles, écouter toutes les propositions et ensuite délibérer. Voilà. Donc ça paraît de l'autre côté assez logique de penser que Mbappé avait un accord avec le PSG et aussi un avec le Real Madrid, ce qui aurait pu renforcer la colère qui a été ressentie là-bas la saison passée. Bon, dans tous les cas, quand Nasser nous l'a présenté au parc en mai dernier, sur le maillot, il y avait marqué Mbappé 2025. Mais depuis, les médias s'accordent à dire qu'en réalité, c'est un contrat de 2 années plus une en option sur laquelle seul Mbappé a une véritable marge de manœuvre. En gros, c'est que lui qui va pouvoir choisir de la lever ou non. Donc, la fin concrète du contrat est l'année prochaine pour lui. Cet été, la question d'un départ peut très justement se poser. Elle serait légitime. Pourquoi ? D'abord parce que je trouve qu'on a très vite oublié l'épisode du match retour contre Benfica en phase de poule, où il y a les rumeurs de départ de Mbappé qui fuitent dans la presse juste avant le match. Alors, les complotistes nous diront « c'est une manœuvre des médias pour déstabiliser le club avant un match de Ligue des Champions ». Enfin, moi, je répondrais quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il y a une attitude de Mbappé sur tout le début de saison qui est quand même très très parlante. La déclaration avant le match aller contre la Juve où il nous dit « on va se battre avec nos armes » pendant que les autres clubs ont fait des mercatos à hauteur de leurs ambitions. Son comportement, penalty gate contre Montpellier, quand il s'arrête
sur une course de Vitinha dans le même match. On a tous cette image en tête parce que ce soir-là, il nous avait agacé. Et puis, si je pouvais rajouter un troisième point, c'est son absence sur le match. C'est contre Clermont, je crois. Alors, il était suspendu pour le Trophée des Champions contre Nantes, si je dis pas de bêtises. Et après, il loupe Clermont pour une soi-disant blessure qui, selon moi, c'est aucune info, hein, je prétends à rien, je suis juste un peu complotiste parfois. Pour moi, moi je vois ça comme une blessure diplomatique. À l'époque, je pense qu'en interne, ça devait un petit peu chauffer entre lui et la direction, se friter avec Luis Campos et tout ça, parce que, voilà, on l'a vu, l'apothéose c'était contre le Benfica, le pivot gang aussi, il désavoue son entraîneur publiquement, c'est quand même pas rien, hein, voilà, se plaindre de son positionnement alors qu'il avait les mêmes statistiques et qu'il permettait à ses coéquipiers, son grand ami Achraf Hakimi, le premier, de se montrer en valeur dans ce système à 3, où lui était du coup numéro 9, un rôle alors qui par moment ne lui a pas convenu. Il y a eu des moments en fait où il a voulu être numéro 9, où il ne l'a pas réussi. D'autres où il ne voulait pas trop, mais où il a été vraiment très bon à ce poste-là. Sous Pochettino par exemple, il a fait de très très gros matchs. Sous Tourelle, il y a eu aussi une période qu'il ne faut pas oublier, même si bien sûr Mbappé numéro 9 sous Tourelle, on a surtout l'image de sa passe pour Manuel Neuer en finale de Ligue des Champions. Il y a quand même d'autres matchs où il a été très très bon à ce poste. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un ailier excentré à la limite de la caricature, comme son match hier, justement, contre l'Irlande avec les Bleus. Donc voilà, la question du départ va devoir se poser cet été, parce que moi je comprendrais que certains nous disent, s'il ne veut pas prolonger en 2024, qu'ils le disent tout de suite en fait, et qu'on le vende 180 millions pour assainir les comptes. De l'autre côté, je ne fais pas partie de ces gens-là, parce que je connais mon club, je sais très bien déjà que, en fait, au-delà de l'indemnité de transfert que ça représenterait, la vraie marge de manœuvre que tu obtiendrais en faisant partir Mbappé, c'est le salaire que tu économiserais, pas l'indemnité. Parce que QSI, ils peuvent les mettre n'importe quand, les 200 millions en fait, dans le capital. Voilà. Et puis surtout, quand tu vois comment le club dépense ses sous, je me dis, faire partir Mbappé, sachant que la piste à l'époque pour le remplacer, c'était Richarlison, je crois pas que ce soit le bon plan. Je préfère vraiment le garder une année de plus. Et voilà, que QSI soit pris dans leur ego d'un départ libre de Mbappé, investissent de l'argent, et qu'on fasse les choses bien, mais voilà, sans perdre de temps. Parce que de l'autre côté, en fait, c'est vraiment, c'est un serpent de mer, c'est un cul-de-sac, c'est un chien qui se mord la queue. Vous pouvez tout dire. Cette histoire de prolongation, j'en perds mes mots. C'est-à-dire que le Qatar a tout fait pour l'avoir au moment de la Coupe du Monde, parce qu'évidemment, un tel aveu d'échec aurait été malvenu à 6 mois de l'événement qui consacre 12 années de travail du côté de Doha. Et de l'autre, tu as accepté de le prolonger sur 2 ans plus 1 en option, donc pas du long terme pour un joueur qui avait 23 ans à l'époque. Tu plombes complètement tes finances avec son salaire, les primes à la signature démentielles qui font que derrière, tu n'as plus de marge de manœuvre. Tu te plies en lui donnant Luis Campos, qui est un directeur sportif, qui l'a montré l'été dernier, n'est pas un entraîneur, un directeur sportif pour faire des mercatos Ligue des Champions en fait. C'est quelqu'un pour des projets long terme avec des joueurs que tu mets en valeur, qui au bout de 2-3 ans te créeront un collectif. Et la situation était telle que prolonger Mbappé sur un si court terme, en réalité, si on veut dire les termes objectivement, ça n'a pas de sens. C'est quasiment voué à l'échec. Si tu veux que la prolongation soit une réussite sportive, bien évidemment que Mbappé, faut qu'il prolonge jusqu'en 2027. Parce que là, en fait, c'est comme Mota. Vouloir Mota sur le banc aujourd'hui, ça a ni queue ni tête. Tu peux pas lui donner cet effectif-là, en fait. Il n'en fera rien. Il faut une transition de 2-3 ans. Et après, si la transition est bien gérée, on va pouvoir reprétendre à quelque chose en Ligue des Champions. Je parle même pas de victoire finale. Donc,
tu l'as prolongé dans un contexte un petit peu bizarre. Et au final, aujourd'hui, ben, tu te retrouves bien mal en point, les finances plombées. Et lui qui risque de partir plus tôt que prévu, voilà, te laissant avec une marge de manœuvre assez réduite et un effectif qui n'est évidemment pas à la hauteur. Bon alors, j'aimerais aussi revenir sur une dimension tactique. Bon, déjà, le Capitana en équipe de France, je ne me suis pas exprimé dessus, ça a beaucoup fait parler la semaine dernière. Bon, ces conférences de presse qu'il a fait, je les ai trouvées parfaites en fait. Il maîtrise la communication, ça, pas de doute, hein, c'est une de ses premières qualités à faire valoir quand tu veux justifier donc sa nomination de capitaine. Ensuite, tu as l'apport statistique. Le fait que ce soit un leader technique, qu'il connaisse ce vestiaire, bien sûr, hein, qu'avec cette nouvelle génération, ben, la réalité c'est qu'on parle d'un pilier, même s'il a 24 ans, il a connu la génération Adil Rami, Benjamin Mendy, Lloris, bien sûr, Giroud à la Coupe du Monde 2018 et tout ça. Voilà, il a connu cet ancien groupe, il est dans ce nouveau, parce que là le renouvellement est quand même très fort en équipe de France. Donc pour moi, ça me paraît complètement logique. De l'autre côté, si c'est pas lui, c'est qui? C'est que Griezmann. Et je suis pas sûr que Griezmann soit la figure consensuelle qu'on veut nous imposer. Moi, je pense que Griezmann, alors Mbappé a ses défauts aussi, hein, c'est vrai que le mettre capitaine, sachant que les 10 autres jouent pour lui, qu'il ne se replie pas défensivement et qu'il est vraiment tout axé sur l'individualité, bon, ça peut être compliqué. J'ai grossi le trait, mais ça peut s'entendre. De l'autre côté, je suis pas, même si Griezmann, évidemment, hein, en termes de positionnement, relayeur, est fort sur le terrain, pas de problème. Dans le vestiaire, bon, on sait tous que, bah déjà, il a déclaré publiquement à un moment donné qu'il se sentait plus espagnol que français. On connaît tous ses liens avec l'Uruguay. Bon, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais ça prouve un petit peu le fait que voilà, cette figure Griezmann n'est peut-être pas si consensuelle que ça. Il y a aussi les articles dans différents journaux hein, qui, on le sait tous, ont été commandités par des entourages. Je pense qu'on peut facilement penser à celui d'Antoine Griezmann. Donc bref, moi je suis vraiment pour le capitanat de Mbappé. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le capitaine parfait, mais en tout cas, il a tout pour le devenir dans le futur. Et avant de penser à son apport avec le brassard, pensons à son apport tactique. Parce que là, je trouve qu'avec sa finale de Coupe du Monde, on passe quand même sous la table certaines performances qui sont quand même de vraies bouses. À commencer par celle d'hier face à l'Irlande, où il est encore tombé dans sa caricature. Si vous regardez les vidéos souvent, vous l'avez déjà entendu de ma bouche. Je ne fais que de le répéter depuis des mois, Mbappé m'agace. Mbappé m'agace. Pourquoi ? Parce qu'il s'entête à être ailier gauche, à vouloir recevoir le ballon un peu plus bas, dans des conditions qui certes sont plus faciles pour se retourner, se mettre face au jeu, enclencher, partir, arrêter, parce que l'adversaire est plus loin de toi. Mais pour ce qui est du PSG, de ce côté-là, t'as Nuno Mendes, t'as Neymar, t'as surtout un grand vide dans l'axe, et dans la surface, en fait. Notre occupation de la surface est tellement naze que Mbappé qui s'expatrie sur ce côté gauche, je peine à comprendre dans la mesure où il perd un nombre d'occasions franches assez grand. Ses statistiques en début de saison en tant que numéro 9, c'était les mêmes qu'en tant qu'ailier. Et au final, à vouloir rester à gauche comme ça, il y a des matchs qui sont très compliqués. L'Irlande hier, son entrée contre Rennes en janvier, le match contre Lens, le second match contre Rennes, où il vendange en plus de belles passes de Messi. Le match contre le Bayern, on n'oublie pas son match retour, hein, il est dans le même sac que tous les autres. Parce que dans ces matchs-là, ok, s'il veut être ailier, il peut commencer, pas de problème. Mais ce qui m'embête, c'est qu'au bout d'une demi-heure, ou même à la mi-temps, c'est toujours la même chose en fait. Il ne change pas. Sa lecture du match, elle évolue pas. Il se dit pas, tiens, je vais aider mes coéquipiers en faisant un petit peu plus d'appels, parce que ça, c'est vrai qu'il y a une vraie nonchalance chez Mbappé à faire des appels en profondeur pour libérer des espaces pour ses partenaires. La majeure partie de ces appels, c'est pour recevoir le ballon lancé, et c'est tout en fait. Voilà, c'est des appels pour lui, pas pour ses partenaires. Je suis peut-être très très dur, parce qu'il fait quand même une bonne saison. Même si, attention les gars, pas oublier le nombre de matchs auxquels il est passé au travers.
Voilà. Donc pour moi, il doit vraiment travailler là-dessus. En plus, bon, des efforts défensifs, ça je l'ai développé dans une autre vidéo. Quand tu es aussi rapide au démarrage que Mbappé, je ne comprends pas qu'un entraîneur ne le force pas à faire le premier effort de contre-pressing en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il le fait, le peu de fois où on l'a vu monter sur un défenseur, ça a été payant en fait. Neymar, il défend n'importe comment. Neymar, il court et des fois, c'est pas très intelligent. Quand on sort les 10 km qu'il avale par match, c'est un petit peu faussé parce que des fois, c'est des courses qui sont un petit peu nonchalantes, histoire de dire « Vas-y, j'ai défendu ». Comme celle au match aller contre le Bayern, qui a tourné sur TikTok où il est tout seul, où Messi le suit pas. Neymar, il le savait très bien qu'il était tout seul et que ça servait à rien de courir comme un dératé. Au final, il l'a quand même fait, au détriment d'un repli peut-être plus efficace un peu plus tard dans le match. Messi, bon, on sait tous qu'il n'a jamais défendu. Quand il le fait, enfin voilà, ça sert à rien. Que Mbappé, il est grand, il est physique, il est rapide. Et quand il l'a fait, ça a réduit des angles de passe pour les défenseurs. Ça a conduit à des précipitations, des ballons qui finissent en touche pour l'adversaire, tout simplement. Donc voilà un petit peu mes axes de progression pour Mbappé que je voulais mettre en avant. Même si, bien sûr, personnellement, je préfère le voir aller au bout de son contrat, le prolonger, bien sûr, avant tout. Hein. Mais s'il veut partir, je préfère le faire partir libre, sachant que l'indemnité de 180-200 millions qu'on ferait, je sais très bien, pertinemment, qu'elle serait mal dépensée. C'est comme le départ de Messi cet été, en fait. Je suis pour, mais de l'autre côté, c'est couru d'avance que le PSG va le remplacer n'importe comment, et qu'en décembre prochain, on ressortira les stats de Messi quand on verra son remplaçant nous pondre des bouses parce qu'il aura été très mal ciblé en matière de profil et d'apport statistique. Bref, ça c'est couru d'avance. Bon, pour ce qui est de Messi et Ramos, Nasser a dit qu'il voulait les prolonger. C'est dommage parce que c'est la clé du mercato en fait. Quand je parlais de transition, pour l'entamer, il faut virer les deux. Voilà, Ramos, pareil en fait. C'est sur le même pied d'égalité que Messi. Il y en a qui disent oui, pour son apport dans le vestiaire, s'il accepte de diviser son salaire par 2, je le prolonge. Mais les gars, t'as signé Skriniar cet été. À un moment donné, tu ne peux pas collectionner les défenseurs qui sont rugueux, mais qui n'arrivent pas à défendre dans des blocs hauts, qui n'arrivent pas à courir vers leur but parce qu'ils ne sont pas rapides. C'est pas possible. Faisons partir Ramos, prenons un défenseur rapide qui est capable d'apporter de l'impact au duel, que Sergio Ramos fuit, et de l'anticipation, qui manque cruellement à notre défense, qui est évidemment complètement gogol sur la gestion de la profondeur, la gestion des centres et tout le bordel. Voilà. Bon bref, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Ben, j'ai eu au final tout mon temps de griller. Skriniar a ses problèmes de dos là. Alors la semaine dernière, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il est venu dans les Landes à Cap-Breton sur conseil du PSG pour se soigner. Ça a été démenti par le joueur lui-même et aujourd'hui les échos sont un petit peu plus rassurants parce que la semaine dernière on pensait qu'on ne le reverrait plus sous le maillot de l'Inter avant la fin de la saison. Là visiblement il devrait quand même faire son retour très prochainement. Donc voilà, on l'espère hein, parce que on ne veut pas prendre un tétraplégique au mois de juillet quoi. Hein, la visite médicale va être importante et si on a des problèmes dedans, il ne faudra pas hésiter à couper le cordon, tout simplement, hein, parce que de l'autre côté, tu as de très belles opportunités sur le marché. Ndika, Kim Min-jae, évidemment, le sud-coréen, dont on va parler dans une future vidéo, parce que il est lié au club là depuis quelques temps. Et pour moi, c'est un profil très très intéressant à voir, avec surtout, en fait, une vraie affaire économique à faire. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, face à la Première Ligue, où les clubs s'en foutent de prendre les joueurs jeunes. Les clubs de Première Ligue, voilà, ils laissent les joueurs aller dans les clubs allemands, et puis s'il faut mettre 100 millions dessus, pas de problème. Comme Nkunku avec Chelsea. Au final, ils mettent 60 millions dessus cet été, après l'avoir vu exploser, faire ses gammes à Leipzig, tout simplement. Eh bien, le PSG, dans ce monde-là, doit composer avec les droits télé de la Ligue 1 qui ne sont pas ceux de la Première Ligue. Ses choix, évidemment, sportifs ou plutôt politiques, désastreux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, faire avec une contrainte budgétaire assez importante. Bref,
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour parler un petit peu de l'équipe de France. Tous ces joueurs-là, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, tous ces joueurs que les supporters du PSG aiment bien liés au club quand ils les voient performer. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis.